Bienvenue à cette conférence. Donc, nous accueillons aujourd'hui Pascal Pérez, qui a une grande expérience dans l'entreprise et notamment dans le milieu industriel, mais qui a toujours eu une double activité, en tout cas depuis longtemps, elle était également thérapeute, avec une grande appétence pour les sujets de santé et bien-être, et ce qui fait que depuis 2 ans, elle consacre la totalité de son activité à ces questions de bien-être, en étant actuellement coach en santé. Côté ruche, on apprécie beaucoup l'approche ingénieure et empirique de Pascal pour traiter de ces questions de santé et bien-être, puisqu'on est intimement persuadé que la santé et le bien-être des hommes et des femmes dans l'industrie et dans l'entreprise en général ont inévitablement un impact positif sur les activités. Ce qu'on aime chez Pascal, c'est aussi sa façon de décrypter, de conscientiser et de vulgariser ces éléments de santé et de bien-être qui permettent à chacun d'entre nous de mieux comprendre, de s'approprier ces éléments et de devenir acteur de son changement pour se renforcer. On est bien dans se renforcer et être mieux au quotidien. Voilà. Pascal, elle tord le cou aux préjugés, vous le verrez dans le contenu de sa conférence. Et de façon générale, elle va nous présenter une approche très globale sur la santé, le bien-être, avec 3 angles d'attaque, entre guillemets, qui se combinent pour nous permettre à chacun d'entre nous de gagner en autonomie et être mieux sur le plan santé et vivre mieux au quotidien. Voilà, je laisse la main à Pascal pour la suite, le contenu de son propos. Super, merci Noémie. Alors avant toute chose, juste une petite précision. Donc, je suis confinée comme tout le monde. La maison est grande, mais il risque d'y avoir un peu de passage peut-être. Donc, je m'en excuse d'avance. En même temps, ça mènera un peu de vie. Et comme c'est mon sujet de prédilection, le vivant, donc voilà, ça peut être un peu dérangeant, mais ça peut être fun. Et vu les circonstances, ça va être compliqué de faire différemment. Merci Noémie pour cette introduction. Donc effectivement, j'ai fait une grande partie de ma carrière en entreprise, avec la particularité sur ces 10 dernières années avoir une double activité en tant que somatothérapeute. Et donc aujourd'hui, je me consacre entièrement au message que je vais vous présenter aujourd'hui, qui parle de santé globale, qui parle de notre capacité à nous régénérer et à comment mobiliser nos ressources intérieures. Voilà. Donc le but étant effectivement de gagner en autonomie sur notre santé. Voilà. Donc tout d'abord, la première chose que vous avez dû constater, c'est que nous sommes bombardés d'informations qui touchent à notre santé. Donc les sources sont diverses, les sujets sont divers, les interprétations tout aussi diverses. Donc on entend un peu tout et son contraire. Et ces informations qu'on nous donne par rapport à la santé sont relativement compliquées à décrypter, de par la façon dont elles sont traitées, la façon dont on nous les sert. Elles sont denses, elles sont complexes, elles sont la plupart du temps alarmantes et elles sont hyper anxiogènes. Voilà. Donc, dans tout ça, il est difficile en fait de savoir ce qui est bon pour nous, de démêler le vrai et du faux, et en tout cas de se forger une opinion, enfin un avis assez clair sur toutes les thématiques. Et donc en fait, ce qui anime un peu ma démarche, mais bon, vous le comprendrez rapidement, c'est de constater que malgré toutes les informations qui sont aujourd'hui à notre disposition, puisque aujourd'hui on nous dit quand même beaucoup de choses, malgré donc ces informations et malgré les progrès technologiques, scientifiques et autres, notre état de santé continue de se dégrader, alors que nous sommes faits pour fonctionner de manière optimale. Donc voilà, ça va être tout le propos que je vais développer tout au long de cette présentation. Donc, alors là, je vais vous demander d'oublier un peu tout ce que vous avez appris, d'avoir l'esprit assez ouvert pour pouvoir appréhender les choses en fait de manière un peu différente, puisque comme nous n'avons pas le contrôle sur les éléments extérieurs, je vous propose d'agir là où nous pouvons. Voilà, donc on va faire d'abord un petit état des lieux de où nous en sommes nous, pour comprendre un peu ce qui nous arrive. Donc on peut le constater et le vivre, nous sommes sursollicités en permanence au quotidien. Donc il y a cette fameuse course à l'efficacité, tout va beaucoup plus vite, on est joignable 24 heures sur 24, n'importe où dans le monde,
on est soumis au bruit, au stress permanent, à l'éclairage artificiel, le bitume, etc., etc. Tout ça, ça va mobiliser énormément et sursolliciter nos organismes en permanence. Et d'un autre côté, nous ne mobilisons plus nos organismes. En fait, on a tout plein de fonctions dans le corps, par exemple celle de réguler notre température intérieure, qu'on a déléguée en fait à la clim l'été et au chauffage l'hiver. Donc, on mobilise plus cette partie-là. On ne fait plus appel à notre intuition et à notre sens de l'orientation, par exemple, puisque nous sommes équipés de GPS. On vit dans un certain confort en fait technologique et c'est très bien, mais du coup ça nous empêche de nous mobiliser, en tout cas de mobiliser nos fonctions corporelles. Il y a une sédentarité qui est quand même plus grande aujourd'hui. On a les transports, on prend l'ascenseur, enfin bon voilà, tout ça pour dire que on mobilise moins nos organismes aujourd'hui. Alors ce qui se passe avec ça, c'est que toute fonction sursollicitée s'épuise. Et toute fonction sous-utilisée s'atrophie, comme un muscle qu'on ne mobiliserait pas en fait. Hein. Donc il ne va pas se développer, mais il va au final s'atrophier. Je vais revenir là-dessus plus tard dans la présentation, vous verrez, parce que en fait, ce qui se passe avec ça, c'est que comme nous sommes épuisés, nous ne nous mobilisons plus, et on ne se mobilise plus parce qu'on est épuisé. Donc en fait, le cercle vicieux est enclenché, quoi. En traduction physiologique, ça vient juste nous dire que nous ne savons plus nous adapter à notre environnement extérieur. Et d'un autre côté, ça vient nous parler de ce qui est épuisé en nous. En fait, ce sont nos ressources qui sont épuisées. En fait, on parle de ressources micronutritionnelles. Ça, c'est un petit peu tôt dans la présentation. Mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, nos réserves, en fait, c'est qu'on est majoritairement on est minéralisé et carencé. Donc voilà, ça vous verrez, je vous le dis déjà maintenant, mais on va en parler plus tard. Donc en fait, il y a plusieurs façons d'appréhender la santé, et vous avez dû le constater. En fait, quand on nous parle de santé aujourd'hui, on nous parle d'abord de maladie. Alors moi, je trouve que ça pose plusieurs problèmes, enfin en tout cas plusieurs interrogations de porter notre focus sur la maladie. Dans un premier temps, en fait, ça nous fait nous focaliser sur ce qui ne marche pas, en fait, sur ce qui dysfonctionne. Et la question, moi, que je me pose là-dessus, c'est que sur quoi je porte mon attention, en fait. En fait, vers quoi je donne mon énergie. Excusez-moi, j'ai un petit peu de passage. Voilà, et quand on connaît les travaux sur les neurosciences et de la puissance de la pensée, de savoir que nous portons notre attention sur quelque chose qui dysfonctionne, bon, ça peut interpeller. Et le dernier point, en fait, c'est la complexité du corps. J'écoutais une conférence cette semaine-là qui faisait part d'un nombre assez affolant. Il semblerait que nous ayons 6 000 milliards de réactions chimiques dans le corps. Donc, autant dire qu'on ne maîtrise pas tout, quoi. Et que même si on comprend les systèmes séparément, c'est compliqué de comprendre le corps dans sa complexité, en fait. Donc, étudier la maladie, c'est un petit peu... voilà, enfin, à titre personnel, c'était assez particulier, mais donc je me suis prêtée à l'exercice lorsque j'ai commencé à faire tous ces travaux-là. Donc, j'ai étudié tout plein de systèmes, tout plein de choses, et rapidement, je me suis focalisée sur les maladies dites de civilisation. Donc, ces maladies-là qui s'affichent. La première, donc, maladie cardiovasculaire, première cause de mortalité dans le monde, la deuxième en France. Maladies dégénératives, donc c'est tout ce qui est affection neurologique, Parkinson, Alzheimer, les cancers, donc première cause de mortalité en France, et les maladies du métabolisme. Donc ça, c'est comment on nous présente les maladies, comme on a l'habitude de les entendre. Donc ça, je l'ai récupéré sur le site de la santé, Saint-Gouv. Donc en fait, il nous dit que toutes les causes de ces maladies sont liées à notre mode de vie, donc tabac, alimentation, manque d'activité physique et le stress. Je trouve, à titre personnel, que d'aborder les choses de cette façon-là, ça nous ramène beaucoup à de l'impuissance et à une forme un peu de culpabilité. Je sais que quand je parle à des personnes qui sont atteintes d'une de ces affections, de s'entendre dire que c'est lié à son mode de vie, et ça renvoie surtout à qu'est-ce que j'ai pas bien fait. Et
voilà, ça génère davantage de stress qui n'améliore pas finalement l'organisme, quoi. Donc, vous l'avez compris, moi, je préfère aborder les choses différemment, même si, voilà, je pense qu'il faut être conscient de ce qu'il en est. En revanche, j'aime bien aborder la santé par un autre biais et de prendre la santé comme point de départ et voir ce qui nous détermine. Donc, en fait, ce qui nous détermine, alors n'hésitez pas, si je vais un petit peu vite, n'hésitez pas à solliciter, à interpeller Noémie, elle me coupera un peu. Donc, ce qui nous détermine, on est déterminé à 20% par notre terrain, donc c'est la science, ça c'est la génétique, hein, et 80% par notre environnement. Donc, c'est toutes les découvertes qui sont assez récentes sur l'épigénétique, parce que l'épigénétique date de 5 ans, peut-être 6 ans maintenant, donc c'est assez récent, et qui dit qu'en fait, nous influençons notre génétique par rapport à ce qu'on mange, ce qu'on pense, les relations qu'on a avec les autres et ce qu'on fait dans la vie. Donc, c'est assez génial de pouvoir s'entendre dire qu'on peut avoir un peu la main sur ce qu'on appelle l'hérédité. Enfin, on entend souvent que ça c'est héréditaire, donc voilà. Donc, moi aussi, j'ai déclaré ça. Non, on a moyen d'influencer notre terrain par notre environnement directement. Alors, dans ces 20% sur le terrain, il y a ce qu'on appelle de l'ADN codant. Il y a 4 ou 5%, je crois, d'ADN codant qui fait que par exemple, que je suis brune, que je suis une femme, que je ressemble à ma mère, par exemple. Si je change mon environnement, ça c'est quelque chose qui ne va pas changer. Si je vais vivre en Norvège, que je mange du poisson cru matin, midi et soir, je ne vais pas être blonde et ne plus ressembler à ma mère, par exemple, quoi. Voilà, ça c'est une partie qui ne bougera pas. Tout le restant peut être influencé par notre environnement. Donc, moi, je trouve ça assez réjouissant. Et puis, oui, donc nous construisons notre environnement quotidien à chaque instant. Donc, voilà, on a un peu l'impression de reprendre un peu la main, puisque nous devenons acteurs de notre histoire finalement. Je voulais vous montrer cette étude parce que elle a été assez diffusée et je la trouve super intéressante. C'est l'étude sur les zones bleues. Donc, les zones bleues, ce sont des villes qui ont été déterminées, où on a relevé où on a trouvé le plus grand nombre de personnes âgées en bonne santé. Voilà, une longévité assez exceptionnelle dans ces régions-là. Ils ont déterminé 4 piliers de la santé, donc l'ADN, l'alimentation, l'activité physique et le lien social. Et ce que je trouve encore plus intéressant sur cette étude, c'est que vous pouvez le voir là sur les petits icônes. Ils ne sont pas forcément dans le même ordre partout. En fait, ce qui se passe, c'est que ces 4 piliers, ils fonctionnent ensemble. Si on prend par exemple Okinawa, dont on entend beaucoup parler au niveau de leur régime alimentaire, donc l'alimentation est le facteur, le pilier numéro 1, suivi de l'ADN, l'activité physique et le lien social. En Grèce, par exemple, c'est l'ADN, le lien social, l'activité physique et l'alimentation. Je sais qu'on parle beaucoup de régime crétois, de régime okinawa, de régime méditerranéen. C'est vraiment un tout qui fait la santé. C'est pas un élément isolé. Et ça, je vais beaucoup en parler. Vous allez le voir. Donc voilà, c'est vraiment ces 4 piliers ensemble qui fait que ces régions-là dans le monde ont été repérées comme étant ces fameuses zones bleues. Donc voilà, donc vous l'avez compris, le commun de la maladie et de la longévité, c'est le mode de vie. Je vous disais, donc revenons à la base. Donc il est important de savoir comment nous fonctionnons. Effectivement, ça va être notre priorité numéro 1. Et en fait, savoir comment nous fonctionnons, c'est comment fonctionne le vivant finalement. Donc, vous avez compris à ce stade que nos besoins vitaux ne se résument pas à manger, boire, dormir. Et donc, la définition de la santé faite par l'OMS, c'est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Donc, vous l'aurez compris, on a des besoins vitaux à tous ces niveaux. Donc là, je voulais vous montrer un peu si on revient à la base, comment fonctionne une cellule, puisque nous sommes constitués de cellules. Une cellule, pour fonctionner, elle a besoin de nourriture, donc de nutriments et d'oxygène. On oublie souvent
cet aspect-là, mais on a besoin de nutriments et d'oxygène, et en fait, elle rejette des déchets. Ça, c'est le fonctionnement normal de la cellule. Ça fonctionne tout le temps comme ça. Et à l'échelle du vivant, on se rend compte que quand il y a un dysfonctionnement, finalement, c'est que forcément, il y a eu un souci à un endroit ou à un autre. Donc, soit au niveau de l'apport de nutriments, soit au niveau d'évacuer les déchets. Donc, qu'on n'arrive plus à évacuer les déchets. C'est assez intéressant. Et ce qui m'a permis, entre autres, dans toutes mes recherches, de vous présenter ce grand principe-là, donc que j'ai mis plusieurs mois à synthétiser, qui paraît tout simple, mais qui résulte vraiment de tous les travaux que j'ai pu faire sur justement les maladies. En fait, j'ai cherché systématiquement à savoir ce qui revenait à l'équilibre, puisque, comme je vous l'ai présenté juste avant, quand on prend la maladie la santé par la maladie, on nous dit que toutes ces maladies de civilisation ont les mêmes causes. Donc pour moi, même cause égale même conséquence, égale même retour à l'équilibre. Et je me suis rendu compte systématiquement que dans tous les troubles, symptômes et maladies que je pouvais décrypter, systématiquement le retour à l'équilibre, c'était cette équation-là, plus moins stop. Donc en fait, ce grand principe dit que tout système vivant est régi par le même principe fondamental. Il a besoin d'être nourri, il a besoin d'éliminer, et il a besoin d'arrêter d'être surchargé. Donc au niveau physique, donc vous pouvez l'entendre. Donc en fait, on a besoin d'être nourri, donc des nutriments, oxygène, voilà, du végétal, etc. D'éliminer, donc sortir les déchets toxiques du corps qu'on génère. Hein. On a des déchets métaboliques et on a aussi des déchets qui sont stockés parce qu'on emmagasine des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour nous. Et le fameux stop, arrêter d'en rajouter, il y a des choses qui sont pas bonnes pour nous. Il y a des choses qui sont pas comestibles. Le pétrole, c'est pas comestible. Le plastique, c'est pas comestible. Donc les pesticides, les fongicides, tout ce qui est additifs alimentaires. Bon voilà, il y a beaucoup de choses qui vont charger l'organisme à fond, quoi. Voilà. Donc ça c'est pour le corps. Mais comme on l'a compris juste avant, on a des besoins vitaux à tous les niveaux. Et ça marche pour tout. Cette équation marche pour absolument tout. Ça marche au niveau relationnel. Une relation, elle a besoin d'être nourrie. Il y a des choses qui ont besoin d'être éliminées. Et il y a des choses qui ne sont pas bonnes pour la relation. Ça marche pour l'aspect émotionnel aussi. Ça marche pour absolument tout. Donc, au-delà d'une équation pour la santé physique, c'est une véritable philosophie de vie. C'est un peu ce qui se passe d'ailleurs on peut le voir aussi au crible un peu plus large de notre environnement, sur l'écologie, quoi. La planète est saturée de déchets qu'elle n'arrive plus à éliminer, quoi. Elle a juste besoin d'être nourrie et elle a besoin d'être arrêtée, d'être surchargée. Enfin bon, voilà, on pourrait en parler, mais c'est un principe qui est super intéressant à avoir en tête et à envisager et dont je vais vous parler aussi par la suite. Donc, on parle beaucoup je vous parle beaucoup là jusqu'à présent du mode de vie. Le mode de vie, pour moi, c'est ce que je vous présente là. C'est tous ces secteurs-là. Le mode de vie, c'est notre alimentation, c'est nos habitudes et attitudes de vie et c'est notre environnement quotidien. C'est ça le mode de vie, en fait. Enfin, pour moi, c'est vraiment comme ça que je l'appréhende. On a beaucoup banalisé aussi ce terme-là. On parle de réforme de mode de vie. Enfin, ça veut tout dire et rien dire, quoi. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Donc pour moi, agir pour une santé globale, c'est agir sur ces trois piliers-là, sur ces trois patates-là, comme je dis, sachant que lorsqu'on intervient sur un de ces secteurs-là, le cercle vertueux s'enclenche. En gros, lorsqu'on va s'alimenter d'une alimentation qui est faite pour nous, une alimentation physiologique qui nous va bien, qui est faite pour nos organismes, spontanément, on va avoir l'esprit plus clair et spontanément, on va aller vers un environnement qui nous est plus favorable. Vous voyez, je ne peux pas vous faire le geste, mais de la même façon, quand on a l'esprit clair, quand on est bien dans nos assiettes, spontanément, on va s'orienter vers une alimentation qui est physiologique et spontanément, on va aller vers un environnement qui nous est favorable. Je prends souvent l'exemple dans le milieu de l'entreprise, parce que je l'ai vécu et je l'ai mis en place pour moi-même quand je travaillais en entreprise. Concrètement, quand je sais que je vais passer, quand je savais que j'allais passer une journée complète en réunion dans
dans une salle de réunion en second jour, donc sans fenêtre. Donc je suis plutôt sur la patate bleue, n'est-ce pas? C'est de voir comment je pouvais trouver un équilibre sur les deux autres piliers. Généralement, qui dit réunion en salle fermée toute la journée, dit plateau repas à midi. Un peu compliqué pour l'apport nutritionnel, hein, donc j'espère que les plateaux repas ont changé depuis. Voilà, moi j'ai essayé de jongler avec ça. Donc concrètement, j'avais des fruits dans mon sac à main. Pour attitude et habitude, dès que je pouvais bouger, j'allais bouger, j'allais prendre l'air. Enfin, c'était compliqué, mais c'est de trouver un équilibre en fonction de là où c'est compliqué pour nous. Le soir en rentrant, je marchais sur les quais de Somme et je prenais plutôt les endroits où il y avait des arbres. Enfin bon, c'est de voir comment on peut équilibrer quand on sait qu'il y a un espace qui va être compliqué, comment on peut s'équilibrer sur le restant. Donc, c'est de prendre des grandes des grandes respirations quand c'est possible. C'est de voir vraiment comment on peut jongler quand un de ces trois domaines fait défaut. Donc, je ne sais pas si c'est super clair, si c'est juste voilà, si vous avez de la précision ou j'insiste un peu là-dessus, mais je vais aussi y revenir. Mais en tout cas, voilà, il y a vraiment matière à enclencher un cercle vertueux avec ces trois environnements-là. C'est pas le tout de viser à 100% notre énergie sur l'alimentation ou à 100% sur les habitudes et les attitudes de vie, quoi. C'est pas parce que vous allez faire 20 heures de méditation dans votre journée que oui, enfin, votre état de santé va forcément s'améliorer, mais il faut pas oublier les deux autres aspects. Pour l'instant, Pascal, pas de réaction, simplement une demande de Mersenne sur la possibilité d'accéder à tes sources d'études et notamment celles sur lesquelles tu t'appuies sur les enjeux d'exposome. Pardon. Oh. L'enjeu de les enjeux d'exposome, que tu nous as abordé tout à l'heure sur la carte générale. Ah oui, je ferai suivre, il n'y a pas de problème. Super, merci. Je ne t'ai pas très bien entendu, mais j'ai compris que sur les zones bleues, c'est ça? Voilà, sur l'ensemble de tes sources, pour compléter ton propos, si tu pourras nous mettre un peu des liens pour qu'on puisse aller. Oui, d'accord. Bon, vous trouverez beaucoup de choses. Hein. Si vous tapez zone bleue sur Internet, vous trouverez pas mal de choses. C'est assez ouvert comme étude. Hein. Moi, j'ai fait des recherches surtout sur Internet et il y avait eu tout plein de reportages qui avaient été faits sur ce sujet-là. Super. Mais je vous ferai suivre les liens. Je trouverai des liens si besoin. Impeccable, merci. Continue ton propos, pas d'autres remarques. Voilà. Parfait. Donc, vous l'avez compris qu'un mode de vie adapté passe donc par une alimentation adaptée, des aptitudes et habitudes de vie adaptées à la vie, donc propices à la vie, et un environnement pareil, adapté. Hein. Donc, maintenant que je vous ai présenté tout ça, il est important donc que je vous présente désormais les lois du vivant. Donc, ce sont des lois qui nous régissent. Hein. Et la première dont je voulais vous parler, c'est la loi de l'homéostasie, qui dit que tout système vivant, laissé à lui-même en l'absence de perturbations extérieures, revient spontanément à l'état d'équilibre à travers une série de processus régulateurs. Donc, le corps, en fait, est fait pour… la seule mission du corps, c'est de nous maintenir en vie. Il va chercher absolument tout le temps à trouver l'équilibre. Vous m'avez demandé la dernière fois de vous donner des exemples sur la loi de l'homéostasie. En fait, la loi de l'homéostasie, elle est à l'œuvre en permanence dans le corps. En permanence, à travers une série de processus régulateurs. Les processus régulateurs, ce sont souvent les manifestations en fait, symptomatiques souvent, mais le corps va systématiquement essayer de s'équilibrer, il va en permanence, enfin il est auto-réparant, il va en permanence essayer de se réparer. Je pourrais vous citer par exemple l'inflammation, l'inflammation typiquement c'est que le corps va amener tout un tas d'éléments pour venir nettoyer la zone dans laquelle se situent des déchets. En gros, il va y avoir de l'inflammation pour diluer la zone où il y a des toxiques. Hein, la loi de l'homéostasie, elle est à l'œuvre absolument tout le temps et elle cherche à nous réparer en permanence. Enfin, le corps, en tout cas, fait cet effort-là de nous régénérer, de nous réparer en permanence. Ensuite, il y a la loi de l'hormèse, qui dit que tout système vivant soumis à un stress ne dépassant pas sa capacité adaptative, suivi d'une phase de repos, s'améliore. Donc, ce qui est important là-dessus, c'est vraiment suivi d'une phase de repos. Vous vous souvenez, dans la première slide, là, où il y avait toute cette agitation, sursollicitation,
En fait, on est sollicité en permanence. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la phase de repos, elle n'est pas forcément là. Donc, notre organisme, il peut pas se renforcer. C'est un peu l'idée de cette image là que je vous présente avec l'élastique, c'est qu'à force de tirer sur la corde, ça lâche, quoi. Il faut redonner un peu de mou si on veut que l'élastique ne pète pas, tout simplement. La loi du ça dépend, je l'aime beaucoup celle-là, puisque nous sommes tous différents. En fait, nous sommes 7 milliards de personnes sur la planète. Il n'y a pas 2 codes ADN identiques. Donc, en fait, c'est pour ça que je vous présente tous ces principes-là. Et c'est vrai qu'on on a été un petit peu coupé, mais j'espère que vous avez réussi à garder le fil. Tous ces principes-là, ils sont importants à connaître pour que vous puissiez vous établir, vous, votre propre règle ensuite, en fonction de ces grands principes et en fonction de où vous en êtes vous, de ce que vous vivez vous et de votre métabolisme. Enfin, il y a tellement de paramètres qui entrent en ligne de compte. Bien sûr, tout ce que je vous présente là vaut pour tous, puisque ce sont des lois du vivant et nous sommes des êtres vivants, donc ça tient pour tous. Par contre, ça sera adapté en fonction de là où vous en êtes, de votre état de fatigue, de votre métabolisme, de ce que vous vivez, etc., etc. Une autre loi, la loi du bon sens. Elle est dans le sens de la vie, parce que effectivement, on n'aurait pas idée de mettre ce poisson rouge dans la forêt, on aurait plutôt idée de le mettre dans son environnement, et pourtant, on n'aurait pas idée non plus de mettre une plante verte dans un placard. Et comme je disais tout à l'heure, on fait aussi des réunions dans des salles en second jour. Il y a des bureaux sans fenêtre. On n'aurait pas idée de le faire pour un élément naturel. On n'aurait pas idée non plus d'arroser cette fameuse pauvre plante avec du Coca-Cola et nous on en boit, quoi. Enfin voilà, c'est des fois aussi de prendre un peu cette posture sur le côté comme ça et de se dire voilà, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui me ferait du bien, quoi, et qu'est-ce qui est fait pour ma propre nature. Donc là, je vous les reprends pour que vous ayez bien en tête, les lois du vivant et autres. Donc l'homéostasie, donc le vivant s'auto-répare. On a une capacité innée d'auto-guérison. Il suffit juste de connaître, alors je dis juste avec des guillemets, mais il suffit juste de connaître les bons paramètres pour pouvoir permettre au corps cette fonction-là. Ensuite, la loi de l'hormèse qui dit que le corps a besoin d'être challengé pour se renforcer et pouvoir s'adapter à notre environnement extérieur. Avec ce qu'on est en train de vivre en ce moment, enfin, je sais que j'ai beaucoup communiqué sur cette partie-là. Il y a besoin de se renforcer en profondeur et de se challenger un petit peu malgré la condition qu'on est en train de vivre. Ensuite, la loi du ça dépend, nous sommes tous différents et il y a besoin d'établir sa propre règle. Et le bon sens. Voilà, faire marche arrière pour avancer. Alors, je l'ai noté comme ça, c'est une personne que j'ai accompagnée il y a un petit moment de ça, qui m'avait fait cette réflexion. Aujourd'hui, pour avancer, il faut faire marche arrière. Et je trouve ça assez juste. Donc, avec tout ça, j'espère que vous appréhendez le symptôme d'une façon un peu différente et de voir en fait que le symptôme n'est que la manifestation de la vie en nous. Le symptôme, en fait, il se révèle quand la distance entre nous et notre environnement ne tient plus ou quand on n'arrive plus à nous adapter à notre environnement. Donc, soit il faut changer l'environnement, soit il faut se renforcer nous. Et quand on n'arrive plus à faire cet effort-là, que le corps n'arrive plus à faire cette démarche-là, le symptôme survient. Dans mon approche, j'invite vraiment les personnes à repérer ça pour pouvoir accompagner le mouvement plutôt que d'entraver le mouvement du corps. Donc, une fois que je vous ai dit tout ça, souvent on me demande, oui, mais c'est, voilà, d'accord, mais concrètement, comment on fait? Et moi, j'ai une grande tendance à toujours la mettre de la même façon en mettant plus de vie dans sa vie. Parce qu'on pourrait donc lister nos besoins vitaux, vous avez compris, on pourrait lister vie pro, vie perso, et puis on fait un petit état des lieux, où est-ce que vous en êtes, etc., etc. Sauf que ça prend du temps, que c'est une vraie démarche et elle est complètement valable. Je ne remets pas ça en question, c'est un peu aussi l'approche thérapeutique. Sauf que pour enclencher ce fameux cercle vertueux de la régénération, on peut aller un petit peu plus vite. Et ce que moi je propose, c'est d'ajouter pour enclencher ce fameux cercle vertueux. Et il y a une notion qui est super importante pour moi, justement avec toute cette vie trépidante qu'on mène tous. Ajouter, c'est pas supprimer. On n'enlève pas en fait. Moi, ce que je conseille toujours, c'est d'ajouter, c'est de pas enlever.
Le corps ne supporte pas la frustration, et pas que le corps d'ailleurs. Moi, je ne supporte pas la frustration et personne n'apprécie vraiment la frustration, d'autant qu'on est déjà surchargé. Et on va encore nous dire qu'il faut enlever des trucs, quoi. Enfin, je pense au sucre. En ce moment, il y a pas mal de challenges zéro sucre. Enfin, bon, on entend parler beaucoup de ces trucs-là. Donc oui, pourquoi pas, mais ça demande un effort considérable aux personnes et aux organismes. Moi, ce que j'aime bien, c'est ajouter, parce que, comme je le dis souvent, on n'enlève pas une habitude, on en ajoute une autre. On n'enlève pas le froid, on ajoute de la chaleur. Ça marche pour l'émotion aussi, on ne supprime pas la peur, on amène de l'apaisement. Donc ça marche pour tout, et ça marche aussi pour l'alimentation, parce que je sais que c'est pas le seul pilier, mais en tout cas, c'est celui que j'ai choisi pour enclencher ce fameux cercle vertueux, parce que c'est le plus facile à mettre en place. Je ne dis pas que c'est le plus simple, en tout cas, c'est le plus facile parce que nous mangeons 3 fois par jour, 2 fois par jour pour ceux qui sautent le petit déjeuner. Au minimum, en tout cas, on mange 2 à 3 fois par jour. Donc, 2 à 3 fois par jour, on peut faire quelque chose, quoi. Parce que si je vous dis d'aller méditer 3 heures par jour, ou même, enfin, je ne sais pas combien de temps vous passez pour déjeuner, mais si je vous dis, allez, on va passer 3 fois une demi-heure pour faire du yoga ou pour faire des exercices de respiration, on va pas forcément trouver l'espace pour le faire, alors que manger, on va passer à table à un moment ou à un autre. Donc, je préconise toujours de commencer par l'alimentation, et je vous ai mis entre parenthèses, attention gestion du stress. Il faut savoir que notre acidifiant principal, c'est le stress. C'est ce qui va nous générer le plus d'acidité dans le corps, et non l'alimentation. J'avais une des personnes avec qui j'ai été formée, qui nous disait, des propos un peu cash, et j'aime bien. Il nous disait, on met 25 ans à fabriquer une maladie dégénérative en mangeant des mauvaises pizzas, et on peut perdre nos cheveux, nos dents en une seule nuit d'un grand coup de stress et un gros choc. Et donc voilà, c'est à ne pas négliger le stress, et vraiment à prendre en compte. En tout cas, je trouve que pour enclencher ce fameux cercle vertueux de la régénération, passer par l'alimentation, ça marche bien. Voilà, et ça ne vous empêche pas de gérer le stress à côté, ou de simplement faire des petits exercices de respiration, de prendre un petit peu de temps pour vous par moment, même si c'est que 5 minutes, le temps où vous allez aux toilettes, de vous dire, OK, à chaque fois que je vais en direction dans le couloir pour me diriger vers les toilettes, je prends ce temps-là pour moi pour respirer, par exemple. Donc, quand je parle d'alimentation, donc qu'est-ce qu'on mange? Des fruits et des légumes, c'est notre alimentation. En tout cas, c'est physiologique, hein, c'est ce qui nous va le mieux. Il ne faut pas oublier que notre corps est constitué majoritairement d'eau, et que ce qui va nourrir nos cellules, c'est son équivalent en fait. Et les fruits et les légumes sont chargés d'eau. Donc du bio, du local, du saison et du non transformé. Alors le bio, le local et de saison, c'est pas juste parce que c'est une mode, le bio non plus d'ailleurs. Le bio parce que nous sommes à 80% microbiens et bactériens, et les pesticides vont nuire directement à notre biologie. Donc c'est quand même dommage de réformer votre alimentation par toute cette vitalité dans l'assiette, et ça peut être assez contre-productif de passer par d'ingurgiter des pesticides et des fongicides, par exemple. Le local, donc toujours pour la même raison, en fait, on cherche à garder un maximum la nutrition dans nos aliments. Quand vous consommez des fruits et des légumes, un aliment qui a été récolté à 200 mètres de chez vous, c'est pas la même chose que ce que vous aurez trouvé comme nutrition dans les carottes qui viennent du Pérou, par exemple. Parce qu'il y aura le transport, donc ils vont se fatiguer dans le transport, vous allez perdre des nutriments là-dedans. Vous allez perdre en fraîcheur parce qu'il aura été le légume aura été récolté 2 semaines auparavant, etc., etc. Donc vraiment, l'idée, c'est de garder la micronutrition. Le de saison, il est important également parce qu'on part du principe que la nature nous donne ce dont on a besoin au moment où on en a besoin. Personnellement, je n'ai absolument pas envie de manger de la pastèque en plein hiver. La pastèque, c'est un fruit d'été, il est fait pour nous hydrater, pour nous amener de la fraîcheur, etc., etc. On n'en a pas besoin l'hiver. Donc, le de saison vient nous amener ce dont on a besoin à l'époque où on en a besoin. Et le non transformé, c'est toujours la même chose, c'est pour garder la micronutrition. Dites-vous que
dès lors que vous allez, on va prendre l'exemple on va prendre toujours cette même carotte. Si vous faites bouillir une carotte, elle n'aura pas la même valeur nutritive qu'une carotte que vous aurez cuite al dente, et elle n'aura pas la même valeur nutritive qu'une carotte que vous allez manger à la croque et crue. Donc voilà, donc ça c'est important de récupérer un maximum de micronutrition dans ce que vous mangez. Souvenez-vous, je vous l'ai dit au tout début, je vous expliquais que que nos réserves étaient épuisées, et je vous disais que nous étions carencés et déminéralisés. Donc en fait, on a tous les minéraux, on va les trouver là-dedans. En fait, c'est vraiment un soutien pour nous aider à récupérer nos réserves. Ensuite, donc oui, j'insiste fortement, je l'écris en gros, comme tout le reste, mais d'y aller progressivement. Ce qui se passe en fait, quand vous commencez à redonner à votre corps le bon carburant, donc il va retrouver de la vitalité, et la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va sortir les poubelles. En gros, il va nettoyer, il va virer les toxines du corps, puisqu'il aura retrouvé de l'énergie, donc hop, il est à même de réenclencher ce cycle naturel. Rappelez-vous, quand je vous ai montré la cellule, elle est nourrie, elle évacue, quoi. Il n'y a pas de question à se poser. C'est son bon état de marche. Elle est nourrie, elle évacue. Et c'est ce qui se passe quand on relance la machine avec une alimentation plus en fruits et légumes, par exemple. C'est ce qui se passe quand on commence à faire le ménage. Et l'idée, donc, c'est d'accompagner le mouvement, puisque c'est de repérer, en fait, ces effets-là et d'accompagner, donc calmer le jeu. Enfin, il y a plein de choses à faire pour accompagner le mouvement et pas enrayer le processus, en fait. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est d'y aller tout doux, parce que rapidement, enfin, quand il y a trop d'effets de détox, ça peut un peu brimer les personnes qui sont désireuses d'enclencher un changement, et de voir tous ces effets qui ressortent. Ça peut un peu couper les élans aux personnes. Donc, d'y aller progressivement. On sous-estime souvent la puissance de la vitalité dans nos fruits et nos légumes, mais je peux vous assurer que ça fonctionne, quoi. Et donc ça enclenche ce fameux cercle que je vous disais tout à l'heure. Vous allez avoir l'esprit plus clair, et spontanément vous allez aller vers un environnement qui vous est plus favorable. Ensuite, se reconnecter au vivant, donc se mettre en mouvement en conscience. Donc je refais référence aux neurosciences et de la puissance de la pensée. Il y a plein d'études qui en parlent aussi, mais je pourrais retrouver ça c'est pareil, je pense qu'il y a beaucoup d'ouvrages sur le sujet. Dès lors qu'on fait quelque chose en se disant qu'on le fait pour se faire du bien, les effets sont décuplés. Voilà, donc ça permet moi je nomme ça souvent le câblage positif, mais ça vous permet de vous mettre dans une prédisposition qui font que vous allez élever votre niveau vibratoire et que les choses vont mieux se passer pour vous. Se remettre dans un contexte naturel, c'est ne pas oublier en fait que l'on vient de ce monde-là du vivant. Et que, par exemple, quand le soleil décline, ça voudrait dire que nous aussi, il faudrait qu'on décline aussi, qu'on se mette un peu dans cette phase-là, un peu tout doux pour aller se préparer à la nuit. Et c'est vrai que l'éclairage artificiel, les écrans, les lumières, ça va venir exciter un peu tout notre système nerveux. Et ça nous coupe en fait de notre contexte naturel, et ça nous désaxe complètement. Donc, petit à petit, de retourner un peu plus à la nature, petit à petit, se caler un peu sur les rythmes biologiques du vivant, etc., etc. Donc, je vous le remets parce que j'insiste vraiment sur ajouter progressivement de la vie, parce que souvent, il y a un grand élan à y aller, donc on y va, et on ne sait pas trop quoi faire un peu de tous ces petits symptômes qui peuvent apparaître, et voilà, alors que si on y va un peu plus doux, ça passe, quoi. Ça passe et ça devient beaucoup plus réjouissant et joyeux. Ça, c'est la deuxième chose qui a enclenché, en fait, quand vous entamez cette réforme de mode de vie, c'est de muscler sa capacité adaptative. Je sais qu'à titre personnel, c'est à ce moment-là pour moi que ça a fait une différence sur ma santé, sur mon ressenti, sur comment je me suis sentie corporellement, mentalement, etc., etc. C'est vraiment à ce moment-là où il s'est passé quelque chose pour moi, quoi. Alors ça peut se faire ensemble. Vous pouvez commencer à réformer un petit peu votre alimentation, à faire un peu quelques exercices pour gérer le stress.
Mais muscler sa capacité adaptative, ça vient quand vous avez récupéré un petit peu d'énergie quand même. Donc, le challenge du corps, c'est le principe de la loi de l'Hormèse. Donc, je vous la relis. Tout système vivant soumis à un stress ne dépassant pas sa capacité adaptative, suivi d'une phase de repos, s'améliore. Donc, comment est-ce qu'on challenge nos organismes? En s'exposant aux éléments, par exemple. Moi, ce qui m'a fait beaucoup, beaucoup de bien et que je recommande, c'est l'exposition au froid. L'exposition aux éléments, donc c'est au froid, au chaud, au vent, au soleil, c'est tout. Hein. Mais une des choses qui est accessible, c'est l'exposition au froid. Donc, oui, alors le froid, c'est froid. On peut y aller progressivement. On peut commencer par les pieds uniquement. Vous finissez votre douche par un petit jet d'eau sur les pieds. Le lendemain, vous continuez sur les mollets, les genoux, etc. Ou juste, voilà, si vous sentez l'élan de le faire tout de suite, c'est d'avoir le dernier jet d'eau froid sur le corps. Ça procure vraiment quelque chose et ça relance vraiment la machine. Vous verrez que il se passe quelque chose. Je vous laisse expérimenter, comme je vous dis tout le temps, ne me croyez pas sur parole, expérimenter. Ça, c'est une belle approche qui moi, m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Ensuite, il y a les exercices courts et intenses. Donc, donc en fait, ça serait, par exemple, de faire votre footing et de terminer sur les derniers 20 mètres. Vous faites un énorme sprint où vous poussez la machine à bloc, quoi. En fait, ça va venir, pareil, ça va venir challenger le corps. Vous trouverez aussi beaucoup sur les réseaux, sur Internet, il y a tout un courant qui s'appelle le HIIT, H-I-I-T, donc il faut que je me rappelle bien de l'abréviation, c'est High Intensity Interval Training. Ce sont des exercices courts qui sont sur 7 minutes, c'est un enchaînement d'exercices sur 7 minutes où vous poussez le corps, voilà. Mais ça reste, c'est à la limite, hein, je le redis, hein, à la limite de la capacité adaptative, donc à la limite de l'inconfort. Si vous sentez que c'est trop pour vous, vous arrêtez juste avant. Pareil pour l'exposition aux éléments, je l'ai pas dit, mais une personne épuisée, vous lui faites prendre un bain froid, enfin, à part la crise cardiaque, il ne va rien lui arriver d'autre, hein. Donc, c'est d'y aller progressivement en fonction voilà, toujours la fameuse loi du ça dépend, en fonction de votre état de santé et votre métabolisme. Si vous sentez que vous êtes à plat, il faut y aller tout doux. Par contre, ce qui va venir challenger le corps et vous renforcer, c'est d'y aller quand même. Une personne épuisée, qui est vraiment, qui a plus de jus et qui bouge à peine, c'est de l'exposer un petit peu au soleil quand même. Même si c'est quelques minutes, mais voilà, c'est pas juste du repos, c'est du repos actif, comme je le dis, quoi. La personne, elle doit se reposer, mais elle doit aussi un petit peu s'exposer pour récupérer au plus vite. Ensuite, le jeûne, c'est un challenge pour le corps, puisqu'on le prive de nourriture, donc il doit aller chercher ses propres ressources. Et en même temps, le jeûne va également dans la loi de l'homéostasie, on pourrait s'en parler aussi, puisque c'est dans cette phase-là, quand on met le corps au repos, donc au repos digestif également, et entre autres, que le corps se répare au mieux. C'est un peu ce qui se passe la nuit d'ailleurs. Et puis ensuite, je vous parle, j'expose quelques petits exemples. Je vous dis pour les personnes qui portent des lunettes, par exemple, le fait de porter des lunettes ne renforce pas vos yeux, en fait, dans le sens où vos yeux vont s'adapter à votre correction. Donc en fait, ils ne vont jamais essayer de dépasser la limite dans laquelle ils sont. Donc souvent, ce que je préconise, et ça marche bien, c'est d'enlever vos lunettes par moment, d'essayer de lire quand même un petit peu, c'est de challenger vos yeux, de prendre votre feuille et d'essayer de la lire quand même un petit peu sans vos lunettes. Et c'est ça qui va renforcer les yeux. Mais pareil, allez-y jusqu'à l'inconfort, n'attendez pas la migraine ophtalmique. Ensuite, pareil, mobiliser les parties de votre corps qui sont souffrantes. Les personnes qui souffrent de genoux, par exemple, il faut qu'elles se mobilisent quand même un petit peu, il faut qu'elles fassent bouger leurs genoux. L'idée n'est pas de se faire mal, une fois de plus. Donc, c'est d'y aller progressivement. Et finalement, la loi de l'Hormèse, c'est juste sur cette zone de confort. Parce que ça marche avec tout. Cette fameuse loi de l'Hormèse et de la zone de confort, ça marche aussi avec les relations, ça marche avec des interactions avec les personnes. Plus vous vous challengez dans une situation qui ne vous est pas confortable et plus vous vous renforcez dans ces espaces-là. Donc, c'est pour le corps, mais c'est pour la vie. Donc, c'est pour ça que c'est global. Pascal, oui. Une petite question sur le type de jeûne à favoriser, des jeûnes intermittents, du jeûne hydrique sur plusieurs jours. Qu'est-ce que tu préconises? Alors, vous avez pensé que je sois mon joker, mais pas du tout. C'est la fameuse loi du ça dépend.
Le jeûne, tous les jeûnes sont bénéfiques. Ça va dépendre de votre état de fatigue. Quelqu'un qui est très, très fatigué, alors ça n'engage que moi, hein, mais quelqu'un qui est très, très fatigué, ça peut être un énorme challenge pour son organisme. Moi, ce que j'aime beaucoup et que je propose beaucoup, c'est le jeûne intermittent. En fait, le jeûne intermittent, c'est d'arrêter de manger entre 2 repas, mais c'est de prolonger au maximum la durée pendant laquelle on ne mange pas. Et le jeûne qui est super facile à faire, c'est le jeûne du soir, donc enfin du soir et du matin. Donc vous dînez, je sais pas moi, vous arrêtez de manger à 21h le soir et vous ne reprenez le prochain repas que à 13-14 heures, donc en sautant votre petit déjeuner. Et là, donc vous avez une plage de 16-18 heures de jeûne. Et c'est là où le corps, en fait, c'est des petits jeûnes répétés qui vont faire que vous vous renforcez. Et je trouve intéressant de commencer par là. Avant de se lancer, il y a beaucoup, ça aussi c'est très très en vogue, les fameux stages de jeûne et randonnée, là où vous partez pendant une semaine. Oui, c'est favorable, mais il faut s'être un petit peu entraîné, me semble-t-il, quoi. Sinon, ça fait un peu, ça peut être un peu violent pour les organismes. Et l'idée, c'est pas de se faire mal. Enfin, en tout cas, dans mon approche, je trouve que c'est bien d'y aller progressivement, donc j'insiste encore, et de se faire du bien en chemin, quoi. Donc le jeûne intermittent, je le trouve vraiment très chouette. Et il y a une autre forme de jeûne, je crois qu'il l'appelle la warrior diet. C'est de ne faire qu'un seul repas par jour. Et, donc l'idéal, c'est celui du soir. Et c'est vrai que quand vous jeûnez toute une journée et que vous n'avez qu'un repas le soir, la fin de la journée, vous avez, enfin, en tout cas, c'est mon expérience, mais c'est un peu ce qu'on a pu me rapporter également. Vous avez un esprit super clair le soir. Enfin, ça apporte vraiment des bienfaits que vous pouvez mesurer déjà en une journée. Mais l'idée, c'est toujours pareil, d'y aller progressivement, de faire au feeling et de faire en fonction de là où vous en êtes. Si vous êtes vraiment fatigué, allez-y tout doux. Moi, j'aime beaucoup les jeûnes secs, donc sans eau. Mais voilà, si vous préférez boire, buvez. Si vous avez envie de faire un jeûne qu'avec des jus ou qu'avec des bouillons ou qu'avec des tisanes, allez-y aussi. L'idée du jeûne, c'est d'alléger la charge digestive pour favoriser justement l'homéostasie, donc pour favoriser la régénération du corps. Donc que le corps puisse avoir plus de temps pour se réparer de l'intérieur. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. C'est vrai que c'est vaste le jeûne, hein, mais je pense que pour commencer, le jeûne intermittent, c'est exceptionnel, quoi. Enfin, à mon sens, c'est assez chouette à vivre. Merci pour ces précisions. Juste un petit point timing, il est 14h26, donc je te laisse reprendre Okay. le micro et puis si possible, on condense pour garder un petit temps d'échange à la fin. Ça marche. Merci. Donc je poursuis. Donc je récapitule, ajouter, donc optimiser l'apport micronutritionnel par l'alimentation, donc vous l'avez compris. Enclencher le cercle vertueux, donc c'est calmer le jeu pour retrouver un rythme physiologique. Et ensuite, c'est de challenger le corps et de ne pas oublier la phase de repos. Alors ça, j'ai tenu à vous le rajouter. Alors oui, effectivement, je suis thérapeute également. Quand l'émotionnel prend le dessus, donc c'est vrai que l'émotionnel, j'en tiens compte dans les accompagnements et dans notre processus. Quand l'émotionnel prend le dessus, en thérapie corporelle, on dit que derrière chaque émotion, il y a une tension. Donc derrière chaque tension, il y a une émotion. En fait, et tension, c'est tendre vers. Quand il y a une émotion qui survient quand on a enclenché un changement, ça vient juste nous signaler qu'il se passe quelque chose dans le corps. L'émotion, il faut l'appréhender comme le symptôme, en fait. C'est juste qu'il se passe quelque chose dans le corps. Et donc, quand ça se passe, quand l'émotionnel prend le dessus, on s'en occupe, bien sûr, et on accompagne le mouvement. Et ce qui est génial avec ces 3 fameuses patates que je vous montrais, c'est que l'émotionnel s'appréhende de la même façon. On peut soulager l'aspect émotionnel par l'alimentation et par l'environnement quotidien. Vous voyez, vous reprenez les 3 ronds. En fait, l'émotionnel va se gérer de la même façon. C'est pareil, je vous invite vraiment à… J'allais repartir, mais on a un peu moins de temps. Mais je vous invite vraiment à essayer, quoi, quand vous trouvez quelque chose qui ne va pas. Voyez quelles ressources vous avez pour accompagner le mouvement qui est en train de se vivre dans le corps. Donc finalement, la régénération, c'est donc recharger les batteries, donc avec le bon carburant qu'on donnerait à notre machine, la faire fonctionner, cette machine, et ensuite s'entretenir. Ça se fait vraiment en 3 étapes, quoi. D'abord, il faut donner le bon carburant. Il faut vraiment déterminer ce qui va être adapté pour elle, la faire tourner et ensuite entretenir.
Donc, en fait, ce qui guérit, finalement, c'est la vie en nous. Entendez bien que l'alimentation, tout ce que j'ai pu vous présenter, tous les soins qu'on va pouvoir apporter, ce ne sont que des soins. C'est la vie en nous qui va faire qu'on va être en santé. Vous pouvez planter toutes les graines que vous voulez sur un sol mort, la graine ne poussera pas. Vous pouvez mettre la crème que vous voulez sur une jambe en bois, ça va pas faire du bien, ça va pas faire repousser la jambe. Toujours le même formateur nous disait donne toutes les vitamines que tu veux à un macabé, il ne retrouvera pas la vie. Il y a vraiment à comprendre que cette étincelle-là en nous, même quand on est surépuisé, il y a vraiment des personnes qui sont à plat, voilà, vraiment à plat et au bout. Ce qui va mobiliser la vie, c'est cette étincelle-là. Et tout le restant ne va être que du soin. Je voulais juste également vous faire un petit focus là-dessus, sur cette mise en garde-là, d'utiliser les différentes médecines à bon escient. J'ai parlé beaucoup d'approches, je vous parle beaucoup de santé, etc. Cela n'exclut pas et en rien, bien au contraire, ça n'exonère pas d'un avis médical et d'aller vers la médecine traditionnelle. La médecine conventionnelle est juste parfaite en cas d'urgence. Pour l'anecdote, j'avais une personne qui accompagnait ma vie et qui me dit un jour, voilà, mais si tu arrêtes quelque chose, moi je ne sais pas quoi faire. Forcément, donc vous avez compris un peu mon état d'esprit sur la santé et comment je me soigne. Et moi, je ne sais pas quoi faire. Ce à quoi je lui ai répondu, écoute, si je me fais renverser par un camion, s'il te plaît, amène-moi à l'hôpital. Parce que c'est pas le moment d'attendre sur le bas-côté que mon corps se régénère. Non, l'idée, c'est de mettre des choses en place avant pour le jour où il y a un souci, notre corps soit plus en mesure de se récupérer plus vite. Mais bien sûr que la médecine conventionnelle est importante en cas d'urgence. Si vous êtes vraiment en souffrance, de vous faire réanimer, ça va vous sauver la vie, quoi. Donc moi, vous avez compris que je suis plus sur les deux autres aspects, donc les médecines douces. Donc pour tout ce qui est maux du quotidien et les troubles légers, c'est juste parfait, parce que la médecine douce va faire en sorte de ne pas charger le corps en toxines supplémentaires. La médecine conventionnelle va apporter beaucoup de chimie, et la chimie sauve des vies aussi. La médecine douce, pas. Donc ça va moins charger l'organisme que la médecine conventionnelle. Donc il y a parfois pas besoin d'autre chose que la médecine douce. Et ensuite, il y a les moyens de santé. Donc ça, c'est ce qui nourrit la santé et que chacun peut mettre en place donc de façon autonome. Donc vous avez compris, moi je me base sur les moyens de santé et sur les médecines douces quand le symptôme qui reste gérable advient. Voilà, donc ça me tenait à cœur de vous le préciser. Une question, alors voilà, il est temps de... Oui ? Une question de Anne qui demande qu'est-ce que tu entends précisément par médecine douce? Alors les médecines douces, ça va être tout ce qui est, c'est un peu tout ce dont je me sers là, hein, toutes la naturopathie, les soins avec les plantes, le jeûne est considéré comme une médecine douce, les soins, tous les soins naturels en fait, l'argile. Enfin moi je préconise beaucoup ça, quoi, l'argile, qu'est-ce que je préconise, l'huile de ricin. Enfin il y a plein de petites choses qui sont naturelles en fait. C'est toutes ces médecines-là, toutes ces approches-là alternatives. Elle te remercie. Et nous aussi. Super, parfait. Donc, il est temps de reprendre le pouvoir sur notre santé globale. Donc, ce que je voulais vraiment vous dire, et je conclue avec cette phrase, parce que pour moi, cette présentation est une invitation à appréhender la santé sous un autre angle. Donc, j'espère vous avoir donné quelques clés pour nourrir votre santé et pas uniquement colmater la maladie. Et voilà, donc ce qui me semble important, c'est d'apprendre à développer notre santé. Donc voilà, on est arrivé au terme. Je vous laisse mes coordonnées pour trouver un peu plus d'informations. Je communique sur les
Est-ce que vous m'entendez? Excuse-moi Pascal, je crois que on t'a perdu dans la manipulation où je tentais de redonner Oui, à chacun à son micro. Donc, effectivement. voilà, donc à partir de maintenant, tout le monde peut réagir, interagir en réactivant son micro en bas à gauche. Super. N'hésitez pas pour interpeller Pascal. Alors, juste une petite chose, je veux juste terminer là-dessus. Je pense pas avoir été, je pense pas qu'on m'ait entendu, ça a coupé à ce moment-là. Je vous explique que j'ai écrit donc un article sur l'immunité, au vu de ce que nous sommes en train de vivre. Juste vous dire que pour moi, il me tient à cœur cet article pour une raison, c'est que, donc là, je parle de l'immunité, mais nous sommes des individus, donc on ne nous divise pas. Et tout ce qui va renforcer une partie va être bénéfique va être bénéfique, oui, à la globalité. Donc, tous les, en fait, j'ai fait cet article-là et tous les jours, pendant 12 jours, j'ai présenté je fais des propositions concrètes pour renforcer votre immunité. Dites-vous que ce que vous faites pour votre immunité, vous le faites pour votre globalité. Voilà. Je vais juste terminer là-dessus. Donc, c'est tout bon. Si vous voulez me poser des questions, c'est avec grand plaisir. Personne ne Je ne sais réagit. pas si tu m'entends toujours, Noémie. Oui, oui, tout à fait. Mais personne ne semble réagir ni à l'écrit ni à l'oral. Cette approche globale avec la proposition d'entrer par l'alimentation, parce que ça semble être le levier le plus accessible, mais on l'a vu autant sur les habitudes du quotidien que sur le reste, vous interpelle. Est-ce que c'est des choses qui vous parlaient, que vous mettez déjà en pratique aujourd'hui? Est-ce que vous voulez nous partager votre expérience? Le petit micro en bas à gauche, hein, pour ceux qui veulent réactiver leur Voilà. solution. Après, j'ai conscience que ça fait beaucoup d'informations d'un coup. C'est vrai qu'il faut digérer toute cette masse d'informations supplémentaires. Et alors, écoute, Pascal, je te partage les commentaires qui sont finalement, par exemple, de Frédéric, qui te remercie de ces éléments très instructifs et de la richesse de l'information. Voilà, que Valérie qui nous dit que c'était très clair et inspirant pour compléter quelques approches déjà pratiquées de son côté. Dorota qui demande si tu pourrais donner quelques outils pour apaiser la colère. Elle a connaissance de la méditation, mais aussi sur le levier alimentation. Est-ce que tu as des clés pour Pour la lever, colère. hein, pour lever la colère? Oui, donc la colère, c'est en médecine chinoise, ils en parlent bien aussi. La colère, ouais, plusieurs clés, l'exprimer, ça paraît dingue, mais il y a des exercices pour exprimer sa colère. Alors, enfin, pas l'exprimer sur une personne, je sois bien d'accord, mais de la faire sortir en tout cas. Et la colère vient dire, au niveau du corps, vient dire qu'il y a un niveau d'acidité élevé dans le corps. En fait, ça bouillonne, quoi. Donc, ça fait chaud dedans. Alors, ça paraît tout bête, mais tout ce qui est tisane diurétique vont faire un bien fou parce que ça va drainer l'acidité dans le corps. Et l'acidité se draine par les reins. Donc, ça peut être une chose qui peut faire du bien. La colère, c'est vrai que c'est une émotion qui est particulière parce que c'est celle qui est le moins acceptée socialement, quoi. Enfin, vous voyez quelqu'un pleurer, vous êtes plutôt dans la compassion. Enfin, potentiellement, on peut être dans la compassion. La colère, elle n'est pas très, voilà, elle n'est pas très bien accueillie. Il y a pas mal de choses qui peuvent être faites, ouais, l'exprimer, vous vivez dans une pièce. Je pourrais vous faire passer, il y a un docteur que j'aime bien, super particulier, qui s'appelle Tal Chaleur, je ne sais pas si vous connaissez, Christian Tal Chaleur, qui parle de la colère et comment les faire sortir. Donc c'est hyper ludique, c'est assez drôle d'ailleurs quand on le voit faire. C'est un monsieur qui doit avoir 80 ans. Et voilà, lui, il donne des outils pour exprimer la colère et que ça ne s'engramme pas dans le corps. Parce que le problème, c'est ça, c'est quand ça s'engramme, ça crée encore plus d'activité, que ça crée encore plus de toxines et voilà, on aggrave un peu le système, quoi. Ok, merci. J'ai partagé du coup Ouais, voilà. le nom de cette ressource-là.
Il y a plusieurs personnes qui reviennent sur la question du jeûne en partageant le fait qu'ils pratiquent le jeûne intermittent depuis un mois et qui voient des bénéfices, en tout cas un changement flagrant. Voilà. Et puis une question de M. Vautier, a priori, qui demande si le jeûne est bénéfique pour tous les types d'organismes ou tout type de constitution. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles il faut qu'on s'alerte selon les conditions de chacun? Le jeûne, en fait, est un mécanisme qu'on a tous. Enfin, quand on observe la nature, un animal, par exemple, qui est malade ou souffrant, il jeûne et il se repose. C'est vraiment une fonction, c'est vraiment un mécanisme inné qu'on a. On l'a perdu parce qu'on passe notre temps à manger, en fait, dans notre société. Enfin, on peut pas sortir, pas en ce moment, bien sûr, mais sans avoir un truc à manger à chaque coin de rue. On s'est habitué à consommer en permanence, mais le jeûne, ça existe depuis la nuit des temps, en fait. Et c'est vraiment quelque chose qui existe dans le monde naturel, quoi. Enfin, les animaux jeûnent. Les animaux, quand ils ne se sentent pas bien, ils jeûnent. D'ailleurs, c'est une très bonne piste. Si vous ne vous sentez pas bien, si vous êtes un petit peu malade, enfin, le jeûne, ça fait un bien fou. Vous jeûnez toute une journée, enfin, les symptômes se voient réduits, quoi. Donc, pour moi, c'est un peu une voie royale. Pareil, hein, ça nous confronte parce qu'effectivement, enfin, moi personnellement, c'est pareil. Hein, j'adore manger, donc quand je dois sauter un repas, voilà. Sauf que comme je mets de la conscience là-dessus, je sais que ça va faire un bien fou, et donc voilà, le repas, il passe très très bien. Donc, Les jeunes, c'est vraiment un chouette truc à expérimenter, en tout cas. Pareil, expérimenter, ne croyez pas. Écouter beaucoup, avec beaucoup de bon sens, et c'est un peu ce qui ressort là des derniers commentaires sur le fait ta présentation nous apporte énormément de rappels sur des petites choses qu'on fait spontanément ou qu'on a oublié de faire spontanément. Donc, beaucoup de remerciements. Une dernière petite question sur ce que tu peux penser de l'huile de CBD et de la spiruline. C'est très précis cette fois-ci. Ouais, super précis. L'huile de CBD, je ne l'ai pas expérimentée personnellement. Donc, du coup, je ne la préconise pas parce que je ne l'expérimente pas. Et que je vais vraiment au plus simple. Je me rends compte que j'ai quelques outils et qui marchent tellement bien que… En fait, tout ce qui est compliqué, moi je fuis un peu tout ce qui est compliqué. Je vais au plus simple tout le temps. Donc, on a des remèdes des remèdes, je mets les guillemets toujours, hein, entendez bien. Tout ce qui fonctionne, je le garde et on voit bien que ça marche pour ça marche pour tout. Donc voilà, et à force de renforcer notre organisme, il y a beaucoup de choses dont on n'a plus besoin. Donc, l'huile de CBD, je ne peux pas vous dire. La spiruline, alors, mon avis, c'est que je trouve ça très bon, donc très bon gustativement, donc j'en consomme quand j'en ai. Après, c'est toujours pareil. Je me méfie vous savez, des produits miracles et des aliments, comment on les appelle, ça me vient plus, un peu les aliments magiques et tout ça là. Donc je fais toujours un peu attention à ça. C'est pareil, la spiruline, voilà, les superfoods. Merci, merci. La spiruline, si votre système digestif est complètement abîmé, enfin si votre estomac est complètement poreux, vous n'êtes plus en capacité d'assimiler ce que vous mangez, la spiruline, vous n'allez pas l'intégrer, quoi. Vous n'allez pas l'assimiler non plus. Donc c'est comme tout, j'ai souvent tendance à dire qu'on ne remplit pas un seau d'eau percé, quoi. Il faut d'abord que la structure soit un peu colmatée. Donc la spiruline, oui, c'est super bon. Il y a des super belles propriétés, mais tout basé sur les compléments alimentaires. Voilà, je suis un peu, je trouve ça chouette, et en même temps, voilà, de pas tomber dans cet automatisme. Enfin, en tout cas, je fais en sorte de pas tomber sur cet automatisme-là et de puiser un maximum de choses dans ce qu'on a à disposition facilement, en fait, dans les fruits, les légumes et voilà, les algues. Donc, effectivement, c'en est une, mais voilà, le potager. A priori, ça répondait, ouais. Ah, la macrobiotique, les cures. Ouais, et les cures, c'est pareil. Les cures, c'est pareil. Les cures, c'est un stress pour l'organisme. Donc, les cures, je trouve ça bien quand on est en mesure de les accuser, en fait. À titre personnel, j'ai essayé de faire la fameuse cure du foie dans une époque j'étais trop fatiguée.
ça peut être désastreux en fait. Donc les cures, c'est pas mal. Cure de magnésium, ça dépend lequel, c'est toujours pareil. Magnésium plutôt biodisponible, plutôt naturel. Je pense au Nigari, des choses comme ça, mais c'est pareil. Il faut l'ajuster avec notre état général, notre état global. Et pour la macrobiotique, donc j'espère que ça a répondu à la question de Anne. Et pour la macrobiotique, donc c'est pareil. Il y a beaucoup de courants nutritionnels qui sont en vogue en ce moment. Et en fait, je les crains un peu parce que toutes ces approches, en fait, moi, la seule chose qui est importante finalement et tous les régimes vont marcher. Le régime sans sucre, le régime sans gras, le régime, ils ont tous une efficacité plus ou moins à long terme. La chose sur laquelle il faut miser, c'est les micronutriments. Donc les vitamines, les oligo-éléments et les minéraux, c'est la base en fait, c'est la base. C'est pas tant les macronutriments, les lipides, les glucides et les protéines. C'est vraiment la richesse nutritionnelle de ces aliments-là qui fait la différence. Et donc la macrobiotique, je la connais pas en détail, hein, mais moi je cherche systématiquement la micronutrition, donc toujours qu'il y ait beaucoup de vitalité, beaucoup de vie dans ce que je mange, et du coup c'est ce que je préconise. Peut-être une dernière question. Une autre question sur les sèches alimentaires, c'est ça? Les sèches alimentaires, donc c'est-à-dire, c'est pour les gens qui font du fitness, c'est ça? Enfin, de la musculation, j'imagine, du training. Oui, et alors est-ce que Marion peut m'en dire un tout petit peu plus sur quelle… Donc c'est quoi? Je crois qu'on coupe les protéines, c'est ça? Marion, n'hésitez pas à rouvrir votre micro. Ouais, n'hésitez pas pour que je puisse interagir plus facilement. Bon, ce que je peux dire là-dessus, je pense que c'est spécifique sèche dans le cadre du sport et du renforcement musculaire. Alors, je suis pas une spécialiste là-dessus. Pour moi, c'est comme tout, il faut mesurer dans la durée. Je pense que c'est comme tout. Faut pas pousser le corps trop longtemps et trop loin. En tout cas, ce serait ma réponse. Et au moment de la reprise, en tout cas, vraiment de miser à nouveau sur les fruits et les légumes, de reprendre, de nourrir fondamentalement la cellule ensuite, quoi. Mais bon, je suis pas super experte sur ce type de sport. Bon, eh bien, merci en tout cas, Pascal, pour l'ensemble de ces éléments. N'hésite pas à me retransférer des liens qui te sembleraient pertinents pour que chacun puisse poursuivre, compléter les éléments que tu nous as apportés aujourd'hui. Lorsqu'on enverra à tous les inscrits le lien pour la vidéo en replay, et qui de toute façon sont accessibles comme le reste de nos visioconf sur notre chaîne YouTube. On a tes contacts du coup dans la fin de cette présentation. On te remercie énormément pour ce bol d'air et de bon sens et de bons tuyaux pour agir sur notre santé globale avec différents angles d'approche. Et pas de souci, Marion, on met en place, on met à disposition le lien YouTube sur la chaîne YouTube de La Ruche. Donc, sur votre moteur de recherche, vous tapez La Ruche industrielle avec YouTube derrière, vous tombez immédiatement sur le lien pour la chaîne. Voilà, mais merci beaucoup. Et puis, bon après-midi, bonne fin de semaine à tous. Et un grand merci, Pascal. Toujours un plaisir de t'avoir avec nous à La Ruche. Merci à vous et merci à La Ruche. À bientôt, tout le monde. Au revoir.